Alors, rapidement, Salah est franco-palestinien, sa mère est française, il a une carte d'identité française, mais il est né, a grandi, a étudié à Jérusalem, qui est donc sa ville, la capitale potentielle de son pays. Et militant jeune, il a été emprisonné à de multiples reprises par les forces d'occupation. La première fois quand il avait 16 ans et la dernière fois eh bien, en 2022, avant que les autorités d'occupation ne l'expulsent ou on peut même dire ne le déportent de son pays natal vers la France, qui est effectivement un pays d'accueil évident pour lui, mais qui n'était pas le pays qu'il choisissait, où il choisissait de vivre. De même, sa femme et ses enfants sont interdits d'entrer en Palestine, parce que pour entrer en Palestine, vous le savez sans doute, il faut passer obligatoirement par Israël. Donc, ils sont interdits d'entrer en Israël et en conséquence en Palestine. Les enfants ne voient pas leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, etc. Et ils sont palestiniens, oui, ils le disent bien. Salah, depuis qu'il est rentré de force en France, où il venait régulièrement avant, il passait une voie, a fait des conférences multiples. Il a passé un an à faire le tour de France, à parler à chaque fois de la condition des prisonniers palestiniens, parce que c'est un sujet qu'il connaît évidemment de l'intérieur, de très très près, et pour lequel il se bat. Il a fait des études d'avocat, et il s'est focalisé justement sur la défense des prisonniers et prisonnières palestiniens, et il va nous en parler tout à l'heure. Et il est considéré comme un dangereux militant, propagandiste, etc., par le gouvernement Netanyahou, bien entendu, au point qu'on voit apparaître sur les réseaux sociaux, y compris des menaces contre lui. Et rien qu'aujourd'hui, c'était un message à la mairie de Brest, disant « Mais vous vous rendez compte que vous invitez un dangereux militant islamiste, terroriste, etc., dans vos murs ?» Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est lourd à porter, mais qu'il porte remarquablement bien. Et sa famille, évidemment, l'accompagne beaucoup dans ce chemin difficile. Il ne va pas renoncer, il va nous le dire. Et nous ne renoncerons pas non plus, évidemment, à apporter notre solidarité d'abord à Salah et à tous les Palestiniens, et maintenant à tous les Libanais qui meurent et qui croulent sous les bombes israéliennes. Je vais lui passer la parole dans un moment, mais nous avons ici une brillante représentante de l'Union Pirate, un syndicat étudiant, qui fait partie intégrante du collectif. Nous avons bien sûr la CGT qui nous accueille et que nous remercions vivement, parce que ce n'est pas la première fois en plus. CGT qui est extrêmement active aussi au niveau du collectif. Bon, moi-même, je représente France-Palestine Solidarité. Et après l'intervention de Salah, évidemment, vous pourrez poser des questions à lui, évidemment, mais aussi, si vous le souhaitez, à nous, membres du collectif, pour peut-être même nous rejoindre et vous informer dans tous les cas. Donc, merci encore d'être là. Et je passe maintenant la parole à Salah. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation d'être parmi vous. Aujourd'hui, c'est vrai que on se trouve dans un moment, dans un contexte politique assez spécial, où je peux dire que la région, la Palestine, le Liban n'ont jamais vécu autant. Bon, peut-être c'était la Nakba en 48, mais aujourd'hui, on est devant une scène et un génocide en cours qui est là depuis plus qu'un an. Je vais pas essayer d'être très long, juste mettre un contexte un peu historique pour arriver là où on est aujourd'hui. Comme vous le savez, la Palestine, historiquement, elle était le centre
est la cible de toutes forces coloniales. Je ne vais pas aller très en arrière, mais le plan de la partage de la région entre la colonisation française et la colonisation britannique qui a conduit au mandat britannique en Palestine historique, avec tout le point et comment on va dire, la place stratégique de la Palestine entre l'Afrique et l'Asie, le contrôle de la Palestine, ça conduit directement à la contrôle de la région, avec l'installation de projets coloniaux et avec le début de la colonisation avant 1948, le projet il était clair de créer un État qui est lié aux forces mondiales pour contrôler la région. C'était dans l'intérêt des forces coloniales. Jusqu'à qu'on arrive à Nakba 1948, le début de la nouvelle, on va dire, la continuité de la nouvelle colonisation, la Nakba qui a fait 800 000 Palestiniens réfugiés à l'intérieur et à l'extérieur de la Palestine, et la création de l'État d'Israël. Si aujourd'hui on voit le contexte de 1948, comment il s'est développé cette mentalité coloniale qui a conduit après à la guerre de 6 jours 56, après 67. 67, la continuité de la colonisation de l'ensemble et l'occupation de l'ensemble de la Palestine historique. Un moment très fort et important pour les Palestiniens, c'est les années entre 65, début de 65 jusqu'à l'arrivée des accords d'Oslo. C'est là où les Palestiniens, ils ont décidé, voilà, que nous, en tant que peuple, sous occupation, on va prendre tout moyen, toute forme de résistance, y compris la lutte armée, pour se défendre, pour récupérer les droits des Palestiniens. Je parle de ça parce qu'aujourd'hui, il nous parle d'une guerre contre la Hamas et une guerre contre l'Hezbollah, alors que dans les années 60 et 65, c'était les groupes armés laïcs, les groupes de gauche, les groupes d'extrême gauche. Je dis ça parce que pour nous, chaque mouvement de résistance qui va apparaître en Palestine ou autre, il va être accusé d'être une partie ou une branche. On va être accusé de terrorisme. N'importe quel moyen de résistance, on va choisir. Ça a continué jusqu'à les accords d'Oslo, une étape importante dans l'histoire du peuple palestinien, mais je peux dire aussi une étape catastrophique. Aujourd'hui, quand je vois les conséquences de cet accord, moi je ne l'appelle pas un accord, je l'appelle un piège mondial qui était posé devant les Palestiniens, dans lesquels ils sont tombés. Cet accord qui a obtenu aucun droit pour les Palestiniens, aucun droit essentiel des droits, que ce soit le droit de retour, frontières, autodétermination, l'eau et d'autres, aucun droit a été réglé. Les Israéliens, les Américains, ils ont profité du moment du changement mondial pour imposer à une direction palestinienne faible ce choix, et malheureusement, elle l'a accepté. La dangerosité de l'accord d'Oslo, c'est pas que la question de droit. C'est pas que la question de droit. Quand on voit la fragmentation du peuple palestinien qui a commencé en 1948. En 1948, toute une partie des Palestiniens qui sont restés en Palestine occupée en 1948, après la fin de ce qu'on appelle l'occupation militaire directe, ces gens-là, les Israéliens, ils ont imposé aux Palestiniens d'avoir la nationalité israélienne. Aujourd'hui, ils sont à 2 millions de Palestiniens à avoir la nationalité israélienne. Après, il y avait l'occupation de 67. La question de l'occupation de 67, elle a fait 2-3 statuts différents pour les Palestiniens. Et Jérusalem,
les Palestiniens de Cisjordanie et les Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens de Jérusalem, de là où je viens, ils sont pas considérés comme citoyens, ils sont considérés comme résidents. Alors, les gens à Jérusalem, ils sont nés sans nationalité. Tu es né sans nationalité, tu as une carte de résidence qui te permet de vivre dans la ville, mais pas une nationalité. Donc après, pour voyager, tu demandes un deuxième document qui s'appelle laissez-passer. Et il y avait les deux statuts des Palestiniens de Jérusalem et de Gaza. Oslo, après sa signature, il a approfondi la réalité de la fragmentation du peuple palestinien. Alors à la place d'avoir un peuple uni qui représente une cause, on est devenu devant un peuple coupé en 5 morceaux. Un peuple à Gaza, un peuple en Cisjordanie, un peuple à Jérusalem, un peuple en 48 et les réfugiés. Bon, les réfugiés, on en a... À Oslo, malheureusement, la question n'était pas évoquée et c'est devenu un peu marginal. 7 ans après, sur le terrain, les Palestiniens, ils ont vu que Oslo, c'était une piège. La colonisation, elle s'est multipliée. Si on parle que de la Cisjordanie, par exemple, on était à 100 000 colons à l'époque d'Oslo. Aujourd'hui, on est à 800 000 colons. 8 fois plus dans un processus de paix entre guillemets. Et évidemment, la deuxième intifada est là déclenchée. La deuxième intifada a été déclenchée. Et les Palestiniens aussi, qu'ils n'étaient pas assez prêts en termes organisationnels pour gérer une lutte armée avec une stratégie à cette époque-là, qui a conduit à la fin, à cessez-le-feu en 2005, l'assassinat d'Arafat et l'arrivée de Abou Mazen avec le plan qu'il avait ramené, bien sûr, avec l'accord des Américains et les pays arabes. Une autre date qui est importante pour nous, je pense, c'est la question de 2011. 2011, le printemps arabe, il commence. Une révolution populaire pour changer et améliorer et demander des démocraties dans le Proche-Orient. Malheureusement, 6 ans ou 5 ans après, ce printemps arabe s'est détourné. Il était pris par les mains des Américains, par les forces salafistes que les Américains et les pays européens ont soutenues. Et ils ont réinstallé les nouveaux régimes. Il fallait une nouvelle installation pour recontrôler la région. Les endroits où ils ont réussi à facilement, on va dire, installer les régimes comme l'Égypte, par exemple, où maintenant il y a une dictature totale, bien contrôlée, les pays du Golfe où maintenant c'est bien contrôlé. Le reste des pays où il n'y avait pas une solution, comment changer les régimes, ils sont allés directement dans la destruction totale des pays. La Libye, destruction totale, la Syrie, l'Irak et le Yémen. Les 4 pays, aujourd'hui, on voit dans quelle situation ils sont. Ça, c'était le plan américain et aussi des pays du Golfe pour réinstaller la région parce que les Américains, ils avaient besoin de nouveau contrôler la région pour leur nouvelle stratégie. Cette stratégie américaine, elle avait besoin d'une Israël, de cette base armée bien installée. Cette installation qui devait être normale, elle passait que par la normalisation et les accords d'Abraham, où les Israéliens y garantissent la sécurité avec les Américains de nouveaux régimes arabes installés, en faveur les pays arabes riches fournissent l'économie des États-Unis et fournit l'économie d'Israël. En total, c'est ça les accords d'Abraham. Une ouverture économique vers Israël et une sécurité contre, entre guillemets, le diable iranien dans la région et protéger tous les régimes pro-israéliens et pro-américains dans la région. Dans ce temps-là, les Américains et les Européens, l'Occident en général, ils savent bien que tant
la question des Palestiniens n'est pas réglée, tant qu'il n'y a pas une stabilité en Palestine, il n'y aura pas de stabilité dans la région. Alors il fallait liquider la cause qui cause des problèmes pour les Américains dans la région. Le printemps arabe, dans la façon comment il s'est développé, jusqu'à les accords d'Abraham, il avait un seul but, c'est de liquider totalement la cause palestinienne. On ne parle plus d'un peuple occupé, on parle d'un Israël normal dans la région, sans rendre aucun droit aux Palestiniens. C'était ça le but des accords d'Abraham et derrière le printemps arabe contrôlé. Aujourd'hui, et bien sûr, il y avait le plan qui est en train de se faire, et les Américains, ils veulent le faire aujourd'hui. C'est que voilà, ils ont changé, on va dire, les pays clés parce que historiquement, les pays qui avaient le contrôle du Proche-Orient ou du monde arabe, c'était l'Égypte, la Jordanie, essentiellement ces deux pays, l'Irak et la Syrie. L'Irak détruit totalement, la Syrie détruit totalement, la Jordanie et l'Égypte affaiblis à un niveau qui ne peuvent rien faire, et donner le pouvoir du monde arabe vers les pays du Golfe, qui est totalement contrôlé par les Français, par les Américains et par les Britanniques. Une normalisation qui était obligatoire pour le plan de 2030 des États-Unis, c'était ce qu'on appelle le canal Ben Gurion. Pour réaffaiblir de plus en plus le contrôle de routes maritimes, il fallait construire le canal des Ben Gurion entre Israël et l'Arabie Saoudite. Pour remplacer le canal de Suez, ce canal ne pouvait pas être creusé et fait sans passer par la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Tout ça pourquoi? Parce que les Américains, ils avaient besoin de tout le pétrole qui sortait des pays du Golfe, tout ce qui sortait de l'Inde, tout ce qui est sorti de toute la richesse de la région. Elle devait venir à un endroit, dans un port qui était développé par les Américains et les Israéliens, le port de Haïfa. Et que Haïfa, elle devient le première ville qui exporte tout ce qui est gaz et tout ce qui est pétrole pour tout le monde, même pour l'Europe. Israël devait jouer ce rôle-là. Et c'est pour ça que c'était important de réinstaller la région. Et de recontrôler, même par détruire, même par tuer des milliers de gens, il fallait passer par là pour arriver que Haïfa vienne la ville la plus importante dans le Proche-Orient pour l'Europe et pour le reste du monde. Aujourd'hui, le 7 octobre il est arrivé, et depuis un an, toute la région, tout ce qui était préparé en tant que de liquider la cause palestinienne, même si c'est dur ce qu'on voit, mais la Palestine est revenue la première priorité mondiale. Avant de parler pourquoi c'est important, pourquoi la Palestine est revenue la première priorité mondiale, depuis un an, il y a 7 génocides en cours. Ce génocide qui ne vise pas que Gaza, parce qu'on parle de Gaza, mais c'est vrai que les chiffres à Gaza, 43 000 Palestiniens tués, plus de 100 000 blessés, 4 000 Palestiniens arrêtés, ça c'est le chiffre qu'on sait plus ou moins, mais c'est pas détaillé encore. 800 Palestiniens tués en Cisjordanie, 10 000 Palestiniens arrêtés en Cisjordanie, destruction massive pour tous les camps des réfugiés dans le nord de la Cisjordanie, colonisation intensifiée à Jérusalem, et des projets de faire partir les Palestiniens qui vivent entre guillemets en Israël, qui ont la nationalité. On est devant un plan de disparition d'un peuple. Il n'a pas d'autre nom, on ne peut pas le définir autrement. Aujourd'hui, après un an, on en est où? On prend pièce par pièce. Gaza. Gaza, Netanyahou, le début, avec sa coalition qu'il a montée dès le début, il a dit que voilà, nous on a deux buts, détruire tout ce qui est résistance armée à Gaza, récupérer les otages, sans libérer les prisonniers politiques palestiniens.
Un an après, on en est où? Un an après, la résistance sur place, elle continue. Tous les 2-3 jours, tu as des soldats israéliens tués. Et les otages, ils savent bien. Il n'y a aucun otage qui peut le récupérer aujourd'hui comme ça sans les échanges et la question des prisonniers. Et maintenant, il y a le retour vers la question de la colonisation à Gaza. Aujourd'hui, il y a le plan, ce qu'on appelle le plan des généraux, qui est aujourd'hui en train de se faire appliquer depuis 3 semaines. C'est de couper la bande de Gaza en 3 morceaux. Commencer par le nord, où il y a 400 à 500 000 Palestiniens. Faire un embargo militaire total sur le nord, réinvahir le nord, parce qu'ils sont retirés militairement depuis le nord depuis quelques mois, réinvahir le nord, encore une fois, et c'est ce qui se passe depuis 2 semaines, réobliger la population à partir encore une fois vers le sud, mais cette fois-ci avec un siège total alimentaire, eau, avec bombardement, et là c'est pour ça qu'on voit les images qui arrivent aujourd'hui. Et dans le nord de Gaza, réinstaller les colonies que Sharon a vidées en 2005, réinstaller entre le nord et le sud de Gaza ce qu'on appelle la route, on va dire comme ça, la route de Netzarim. La route de Netzarim, c'est la route qui historiquement fait la séparation entre le nord et le sud de Gaza. Recontrôler toute la route de Philadelphie avec l'Égypte, changer la place de Rafah, du passage avec l'Égypte, réinstaller aussi les colonies dans le sud de Gaza. Tout ça aussi pour dire que voilà, aujourd'hui, il y a plus ou moins 150 000 Palestiniens qui sont déjà sortis à Gaza depuis 1 an, qui sont diffusés partout dans le monde, mais surtout en Égypte. Mais aussi le danger de casser les frontières et faire partir une majorité des Palestiniens dans le monde de Gaza, le danger, il existe toujours. Et ça, c'était dit par les Américains et par les Israéliens. Et Kouchner, le genre de Trump, ne l'a pas caché. Il a dit un trésor devant Gaza, un trésor de gaz. Il faut le moindre de population sur place pour savoir comment on va gérer ce trésor. Alors, moi, je pense qu'ils vont continuer d'essayer de pousser les Palestiniens à partir encore et encore et encore vers l'Égypte. Le seul truc qui joue à nos intérêts, nous les Palestiniens, que ni les Égyptiens ni les Jordaniens, ils veulent des Palestiniens. Ils ne veulent pas parce qu'ils nous considèrent comme un danger stratégique pour les prochaines années si on est réinstallé encore une fois chez eux. La Cisjordanie, il y a un plan. Déjà, en Cisjordanie, on est clair devant 2 armées. Une armée d'État et une armée des colons. Des colons qui ont le feu vert par l'armée, ils jouent le rôle de l'armée. Une autorité palestinienne faible, soumise à la volonté occidentale et américaine, avec aucun pouvoir de rien changer, rien jouer en tant que rôle politique. Une guerre d'affamation contre les gens. Si on se donne des exemples, comment les Israéliens sont en train aussi affamer la Cisjordanie. On avait malheureusement 260 000 Palestiniens qui travaillaient en Israël avant le 7 octobre. Ça a ramené beaucoup d'argent et ramené beaucoup de la partie de l'économie pour la société palestinienne. Tout ça, ça a été coupé. C'était remplacé par des Chinois et ça n'a pas marché. Et maintenant, ils sont en train de faire les démarches pour les remplacer par des Jordaniens qui vont faire des allers-retours. Après, l'autorité palestinienne, elle a entre 360 et 400 000 fonctionnaires payés par l'autorité palestinienne. Ça fait 5 ans que ces fonctionnaires-là, ils touchent que entre 50 et 60% de leur salaire. Ça, c'est ce que concerne la Cisjordanie. Au niveau économique, ils sont en train de pousser les gens aussi à partir. Moi, le nombre
des Palestiniens que le renseignement israélien, à la sortie de la prison, il leur dire que voilà, viens, on signe un accord, tu pars en Europe, on garantit que tu pars ailleurs pour 10 ans, et après 10 ans, on négocie ta revenue. Moi, on en a plein de cas. Et aussi, les Européens aussi, ils ne sont pas innocents dans le jeu. Parce que quand tu vois, par exemple, l'Australie aujourd'hui, elle a accepté que le regroupement familial pour les gens de Gaza, il peut aller jusqu'à le 4e cercle de la famille. Ça veut dire une personne, il peut amener 20 ou 30 personnes de la part de sa famille. Aujourd'hui, avec les conditions de Gaza, si tu leur proposes une vie même temporaire pour quelques années dans quel pays il va y aller. Aujourd'hui, la Belgique aussi, elle est aussi en train d'essayer de changer la loi de regroupement familial que pour ça part pour le 3e cercle de la famille, alors qu'on sait qu'en Belgique, il y a 80 000 Palestiniens, la majorité de la bande de Gaza. L'Europe, elle est totalement complice dans ce qui se passe. Les Palestiniens de Jérusalem, la même chose. Les Palestiniens de Jérusalem, ils étaient déjà visés avec les Palestiniens de 48, même plus clairement, on va dire, en 2018, il y avait une série de lois qui étaient faites par le gouvernement israélien. Deux lois essentielles. Une, la loi de la nation. Je ne sais pas, vous avez entendu, la loi nation, qui considère que voilà, Israël c'est l'État des Juifs et tous les restes qui vivent dans ces États ne sont pas considérés comme citoyens. Et la deuxième loi, c'est la loi de la défaut d'allégeance. La loi de la défaut d'allégeance sur la base sur laquelle moi j'étais visé, c'est pour ça que j'ai expliqué, nous on le considérait comme résident. Cette loi de défaut d'allégeance, il suffit d'un conseil de renseignement israélien pour le ministre de l'Intérieur pour retirer cette carte de résidence des Palestiniens de Jérusalem. Et ces Palestiniens de Jérusalem, soit ils sont envoyés chez l'autorité palestinienne et ils deviennent sans papier même chez l'autorité palestinienne. Dans ce cadre-là, aujourd'hui, on était 11 d'être visés par cette loi. Moi, j'étais le seul à avoir avoir une seule nationalité. J'étais déporté il y a 1 an et demi, ça va vers 2 ans, en France. Les restes, par exemple, parmi eux, des députés qui étaient élus en 2006, des députés de Hamas qui étaient élus en 2006, eux, leur carte de résidence, elle était retirée. Ils vivent depuis des années sans papier chez l'autorité palestinienne, parce que l'autorité palestinienne, dans les accords d'Oslo, elle n'est pas capable de donner des papiers aux Palestiniens sans l'accord des Israéliens. Et les Palestiniens de 48, il y avait déjà la question le rapport de l'apartheid sur les Palestiniens, comment ils sont visés. Mais moi, la stratégie israélienne, américaine aujourd'hui, de vraiment faire un deuxième déplacement pour les Palestiniens de Gaza en Égypte, Cisjordanie, en Jordanie, les Palestiniens de 48 vers le Liban ou autres pays, moi, ce plan, je ne l'ignore pas. Et plus on avance dans ce génocide en cours, plus tu vois qu'ils sont capables de le faire. C'est pour ça qu'on dit vraiment qu'on est devant une guerre de disparition d'un peuple. Et après, la question du Liban. Le Liban, dès le début, le Liban, le Yémen, l'Irak, c'est des pays où il y a des forces qui sont liées aux Palestiniens, qui ont dit que voilà, nous on ne laisse pas les Palestiniens tout seuls. Et on va intervenir pour sauver un peuple qui se fait massacrer. Le rôle le plus stratégique, c'était, on ne peut pas ignorer, c'était le rôle du Yémen. Le Yémen, il a changé les données mondiales. Quand il a bloqué la mer Rouge aujourd'hui, et la mer Rouge, elle est bloquée depuis plus qu'1 an. Et l'économie mondiale est touchée à cause de ce qui se passe au Yémen. Mais le plan d'attaquer le Liban n'est pas nouveau. C'est pas parce qu'il y avait un soutien aux Palestiniens qu'ils ont attaqué le Liban. Non, on a vu ça en 2006. Le coup des beepers, là, des pagers, comme on l'appelle, qu'ils ont explosé 5000 pagers, c'était préparé, même les Israéliens, ils l'ont dit, c'était préparé il y a 15 ans.
tout un plan était préparé pour aussi attaquer le Liban. Et aujourd'hui, avec les déclarations qu'on a vues par Trump il y a 3 semaines, qui dit que voilà, les frontières d'Israël ne sont pas suffisantes pour les Israéliens, et moi, si j'arrive au pouvoir, je veux voir comment élargir les frontières d'Israël. Smotrich, qui l'a pas caché aussi il y a 3 semaines, qui a dit voilà, nous, après le Liban, on va penser aux Jordanie. La Jordanie, c'est les frontières les plus longues avec nous, c'est un danger stratégique pour nous. Il faut voir comment faire avec la Jordanie. Aujourd'hui, on parle de ces génocides en cours, de cette guerre contre le Liban. Moi, je pense qu'on est allé dans un truc à long terme. Le cessez-le-feu, il n'y a plus un cessez-le-feu. Moi, je pense qu'un mot de dire que voilà, demain, les Nations Unies, malgré qu'ils ont voté un cessez-le-feu, et même les Américains, ils l'ont voté sans veto, et les Israéliens n'ont pas respecté, parce qu'il n'y a pas la volonté, il n'y a pas une volonté ni américaine, ni occidentale pour vraiment arrêter la guerre. Et il y a même une participation directe. Il y a une participation directe jusqu'à aujourd'hui par l'Occident et par les Américains pour ce qui se passe. Aujourd'hui, quand il y a encore 4200 Français qui sont sur les territoires qui font partie de l'armée israélienne, tu as les experts allemands avec leurs armes, les experts italiens, les Américains, la force Delta, même il y avait des blessés parmi eux à Gaza. L'installation d'antimissiles, là, il y a 3 jours, les installations de TPHH, les antimissiles développés américaines en Israël. Moi, je pense qu'on est allé dans une guerre à long terme. Pour eux, le test, c'était l'Ukraine. Allez, on va tester l'Ukraine, comment le monde il va réagir sur l'Ukraine quand on part dans un truc à long terme. Et moi, je pense aujourd'hui, en Palestine et dans la région, on est allé dans un truc à long terme. Si on parle, parce que le principe de cette rencontre, on va dire, le titre, c'est une perspective pour le Proche-Orient. Moi, je pense que une perspective aujourd'hui détaillée pour qu'est-ce qui peut se passer dans la région, moi, je pense qu'aucun a une réponse assez claire. Chaque 2 semaines, chaque 2 mois, on a une nouvelle surprise, de nouveaux données qui rentrent dans cette séance dans la région qui change les données. Mais je crois que aujourd'hui, Israël, stratégiquement, dans la stratégie, ils ont perdu. Je ne veux pas dire que voilà, demain, il y aura une libération ou non, mais là, on ne parle pas, là les médias ils refusent encore de parler de chiffres d'Israéliens qui ont quitté, des chiffres d'Israéliens qui sont partis, mais on est entre 400 000 et 600 000 qui sont déjà partis, qui sont déjà quittés, déjà quittés. Pour moi, en tant que Palestinien, en tant que quelqu'un qui a vécu là-bas, qui a vu là-bas, moi je pense que déjà, il y a une question de droit. Déjà, il y a une question des droits historiques du peuple palestinien. Sans reconnaître les droits historiques du peuple palestinien et surtout le droit du retour, il n'y aura pas de solution. Moi, c'est pas nouveau, mais même avant, la question de la solution de 2 États, c'est une solution qui n'existait pas, mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, elle n'existe plus. Et même dans la logique politique, moi je ne vois pas comment un peuple peut accepter que le 2/3 de sa terre elle soit donnée aux autres juste pour trouver une solution. C'est pas comme ça qu'on trouve une solution politique pour un peuple. Comme si on acceptait que voilà, parce que la Palestine elle fait exactement la taille de la Bretagne, 27 km. Comme si on acceptait de la libération de la France sur la Bretagne. Ça ne paraît pas trop logique à la période. Moi je pense qu'il y a l'idée du colonialisme et il y a l'idée du sionisme. Il n'y aura pas de solution tant qu'on est devant un État qui reconnaît le sionisme comme idéologie pour son existence. Le sionisme, c'est une idéologie fasciste, suprémaciste. Ce son but, c'est de faire partir les Palestiniens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, notre devoir ici,
et avec les Palestiniens et ailleurs. Aujourd'hui, on doit continuer de contribuer à créer ce rapport de force. Il faut créer le rapport de force. On ne peut pas avancer sans créer le rapport de force. Et aujourd'hui, vraiment, quand j'ai parlé au début que la Palestine est revenue la première priorité mondiale, la Palestine est revenue la première priorité mondiale aujourd'hui grâce à 3 éléments. 1, la résistance sur place. 2, la résilience d'un peuple qui refuse jusqu'à aujourd'hui de partir. Et la troisième, c'est la solidarité internationale. Il y avait des moments de solidarité avec le peuple palestinien, 2014, 2021, même pendant la période de la deuxième intifada, mais ça n'a jamais arrivé au niveau qu'elle est arrivée aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, la Palestine a créé des changements mondiaux dans le rapport de force par rapport à la cause palestinienne. Peut-être qu'on ne va pas voir les changements au niveau des pouvoirs là tout de suite, mais il y a déjà des changements quand on parle de ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Amérique latine, ce qui se passe ici en Europe, malgré que l'Europe c'est l'endroit un peu le plus faible dans le changement, mais il y a des changements qui sont en train de le faire. Et à mon avis, nous, on doit continuer de contribuer à élargir ce camp, élargir ce rapport de force. Parce que sans un rapport de force, les Israéliens ne vont pas reculer. Ni eux, ni les Américains dans la région. Moi, je pense que notre devoir ici, en France et ailleurs, c'est travailler sur la question comment isoler totalement l'État d'Israël. Il faut que cet État soit isolé. Les questions d'embargo militaire, embargo économique, ça doit être notre but. Un embargo où rien n'arrive. Parce que, et moi je dis embargo sur Israël, je dis clairement, parce que ce n'est pas le gouvernement de Netanyahou, parce qu'ici en Europe, on adore dire que voilà, c'est le gouvernement de l'extrême droite israélien. Non. On est devant un système colonial suprémaciste, son seul but depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, c'était la gauche au début, on est fini par l'extrême droite. 76 ans d'occupation, le but n'a pas changé. Que ce soit de droite, que ce soit de gauche, que ce soit de centre, le but de faire disparaître le peuple n'a pas changé. Et moi je pense qu'aujourd'hui, on aura dans les années qui viennent, nous les Palestiniens et le mouvement de solidarité, un rôle énorme à jouer. Parce que je pense que la question que le rôle des réfugiés qui vont jouer dans les prochaines années, parce que Gaza, avec tout ce qui se passe, Cisjordanie, avec tout ce qui se passe politiquement, ça va être dur de jouer ce rôle. Alors je pense que la question de la diaspora palestinienne, elle va repeser encore une fois politiquement. Le devoir des Palestiniens, c'est de recréer l'OLP qui représente tout le peuple palestinien, qui représente tous les partis politiques palestiniens, y compris le Hamas, dedans. Parce que l'OLP, c'est elle le représentant légitime du peuple palestinien historiquement. Et voir comment développer un programme de libération nationale. Parce que les négociations avec faiblesse, ils ont donné 30 ans d'échec des accords d'Oslo. Dernière question, parce que c'est mon sujet, la question des prisonniers. Les prisonniers politiques palestiniens, aujourd'hui on a plusieurs catégories de ces prisonniers politiques palestiniens. Avant le 7 octobre, on était à 5000 prisonniers. Aujourd'hui, on en est presque à 11 000 prisonniers. Il y a 4 000 de la bande de Gaza. La majorité de ces prisonniers sont considérés comme des gens disparus. Parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, on n'a aucune information sur eux, on ne sait pas c'est quoi leur état. Des rapports officiels israéliens, ils ont parlé de 23 Palestiniens morts dans les interrogatoires pendant la torture dans la bande de Gaza. 16 Palestiniens depuis le 7 octobre tués dans les prisons israéliennes. 94 femmes détenues dans les prisons israéliennes
on ne compte pas celle de Gaza parce qu'aussi on ne sait pas. Plus de 300 enfants entre l'âge de 13 ans jusqu'à l'âge de 18 ans détenus. Les conditions de détention de ces prisonniers n'ont jamais été aussi horribles depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. On voit les témoignages arriver des gens qui sortent de prison. On avait aussi les témoignages des enfants et des femmes qui sont sortis pendant les trêves de l'année dernière, des tortures quotidiennes dès l'arrestation jusqu'à le jour de la libération, la torture qui peut durer des mois et des mois et des mois et des mois et des années. Moi, je pense que voilà, notre devoir ici, en France et ailleurs, aujourd'hui, c'est un soutien total et l'élargir au maximum aux peuples palestiniens et à ses résistances. Voir aussi pour le Liban comment converger cet appel avec les Libanais aussi qui sont en France. Et je sais qu'on est tous fatigués après un an et plus de mobilisation, mais je pense que si, comme je dis toujours, la Palestine libère le monde, un jour où on aura une Palestine libre, un jour où on a une stabilité en Palestine, un jour où ce peuple va obtenir sa libération, c'est là où on va vivre un monde plus humain et plus équilibré, et un monde, j'espère, sans qu'aucun peuple vive sous